Bonsoir à tous si vous venez de nous rejoindre. Deuxième partie de soirée. Et quelle partie de soirée, mes amis, puisque nous allons parler de Blanche-Neige. Ça faisait je sais pas combien de temps que je voulais faire un sujet Blanche-Neige parce que c'est un dessin animé qui me tient à cœur. Bon, bah voilà, le remake est passé par là. Donc finalement, ça sera pas un sujet Blanche-Neige de 1937, mais un Blanche-Neige de 2025. Et bon Dieu qu'il y a des choses à dire. Je crois que j'ai jamais mis autant de temps pour, euh, pour bien chercher les mots que j'allais utiliser dans un sujet. Alors, attention les yeux. Alors déjà, on va faire un petit point rapide sur la situation de Blanche-Neige avant 2025. Donc, sans surprise, comme je l'ai dit, avant le film de 2025, il s'agit avant tout d'un dessin animé de 1937, le premier grand classique Disney, et un film qui a révolutionné non seulement le monde de l'animation, mais aussi, j'ai envie de dire, le cinéma au sens large. Ça faisait quand même de nombreuses années que Disney parlait de faire un remake de Blanche-Neige. Par contre, c'est vrai que ça a traîné en longueur, déjà par rapport à l'écriture du scénario, mais aussi par rapport au Covid. Tout ça, ça a donné de sacrés coups de frein. Et puis, on va pas se mentir, ils étaient aussi déjà sur d'autres remakes qui n'étaient pas forcément géniaux. Donc voilà, hein, il fallait. Je pense que dans un sens, ils ont pris aussi un petit peu le temps pour être sûr de ne pas se planter, et pourtant ils se sont plantés, mais comme jamais, c'est beau. Blanche-Neige avant 2025, c'est aussi un nombre assez incroyable de polémiques avant même que le film sorte. On va faire un rapide résumé. Bon, bah, déjà, il y a Rachel Zegler, qui est lié à deux problèmes principaux, je pense. Le premier, c'est que elle ne tient pas sa langue dans sa poche et clairement, elle n'aime pas le dessin animé de 1937. C'est un peu couillon quand même de jouer Blanche-Neige, de pas aimer Blanche-Neige. T'as envie de dire, qu'est-ce que tu fous là? Alors, elle a dit dans d'autres interviews, si, je suis contente et tout, mais si tu regardais celle d'avant, non, enfin, elle arrête pas de le juger. Pour moi, elle le juge en plus pas de la bonne façon. Euh, donc, déjà là, il y a un problème. C'est clairement dommage. Et l'autre problème, bah, c'est que oui, Blanche-Neige, effectivement, bon, elle n'a pas la peau blanche. Et en plus, bah, il y a tout ce débat avec le fait qu'elle est supposée être, c'est le synopsis du film originel, elle est supposée être plus jolie que la reine, que la méchante reine. Donc Rachel Zegler est supposée être plus jolie que Gal Gadot, ce qui en toute objectivité n'est pas le cas, je pense. Je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Il y en a qui abusent Je ne le en serai me pas moi. sortant. Il y en a beaucoup qui abusent en me sortant Rachel Zegler est moche. Non, non, il faut pas déconner. Après, Déjà, ça se dit pas. Mais en plus, j'irai pas jusque-là. Par contre, c'est après, pas si évident que ça. Et les autres polémiques, donc on a notre ami Peter Dinklage, je sais plus, Dinklage, c'est ça? Dinklage. Dinklage qui a dit qu'il fallait pas mettre des nains, que ça faisait pas avancer la cause des nains. Je reviens pas là-dessus, on en a parlé en long, large et en travers sur la toile, je suis sûr que vous êtes au courant. Et dernière polémique, toujours Rachel Zegler qui a déclaré que le film allait prendre une direction différente. Cette fois, le but de la princesse n'était pas de trouver l'amour, mais de prouver qu'une femme pouvait être une dirigeante forte et indépendante. Tout un programme. Du coup, moi, mon avis, déjà là-dessus, le film de 1937, comme je l'ai dit, je l'adore. C'est un Disney que j'ai vu un million de fois, que je regarde une fois sur deux quand ma fille le met. Les... J'ai toujours l'alarme au moment fatidique et j'ai toujours les rires aux conneries de Simplet et j'en suis fier. C'est chouette. C'est clairement un état d'esprit Disney et je l'ai. Donc c'est quand même cool. Et concernant les remakes de Disney, je suis pas fan. Il y en a très peu que j'ai aimé. Je pense que les seuls que j'ai plutôt appréciés étaient Dumbo et le livre de la jungle. Mais concernant les autres, c'était bon, je les ai pas tous vus, mais concernant les autres, c'était vraiment pas génial. Je pense notamment à La Belle et la Bête. On peut pas vraiment dire qu'il soit mauvais, mais en même temps, c'était un simple copier-coller du dessin animé, donc c'est difficile de se prononcer. Donc ouais, pas mal de choses à dire sur tous ces remakes. Je pense que vous êtes au courant. Personnellement, je partais quand même du coup
J'étais pas motivé. J'ai clairement été parce que c'est une sortie en famille, que j'étais curieux et que c'était l'occasion de voir un Disney avec ma fille. Du coup, une fois que j'y étais, j'ai pris plaisir à l'étudier, mais par contre, moi tout seul, je pense pas que j'y aurais été. Donc ça, ce sont les fameuses polémiques. Je ne reviens pas dessus. Bon, il y en a d'autres, hein, Euh, mais qui sont il peut-être y en a au-delà. d'autres. On va dire qui sont au-delà vraiment enfin, qui sont au-delà du film en eux-mêmes et plus dans ce qui se passe autour du film. Enfin, autour des. Enfin, dans la, oui, dans la réalité, pas autour du film vraiment de manière créative, donc peut-être Bah, moins pertinent. c'est pour ça que le récap des polémiques, bah, c'était ce que je viens de dire, en fait, c'était un simple récap. Mais par la suite, je vais pas vraiment rebondir dessus, mais plus maintenant me concentrer sur le film. Par contre, bah, ces polémiques impactent forcément le film, puisque bah, suite à la déclaration de notre ami Peter, bah, c'est comme ça qu'on se retrouve non pas avec 7 nains, mais 14, quoi, au final. Parce que bah, tu as les 7 nains qui ont été faits avec la 3D bidon, et tu as bah, du coup les autres acteurs qui avaient été pris pour faire les nains, qui sont en haut à gauche. Tu sais, ceux que Disney avait dit non, non, mais ça c'est un fake, c'est pas une vraie photo du tournage. Ah si, ils y sont. Sauf qu'ils sont passés de nains à voleurs. Alors, on va commencer par les côtés positifs, puisqu'il y en a. Il y en a qui l'oublient hein, souvent. C'est comme d'habitude, les gens ont des avis quand même très tranchés assez souvent. Tout n'est pas acheté dans ce film, loin de là. Déjà, c'est très beau. Ça là-dessus, on peut pas le nier en termes de décor et de luminosité. Franchement, il y a quelque chose. C'est vraiment, vraiment beau. La maison des sept nains, elle est vraiment magistrale. La forêt, elle est. euh, la forêt. Alors, vu que je parle que là du décor, elle est très bien faite, de nouveau en termes de 3D. Les animaux, bon, c'est un peu la patte Disney. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Moi, oui, ils sont pas moins bien faits que dans d'autres films. Ça là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire non plus. Et bah, les acteurs sont très bons aussi. J'aurais adoré détester Rachel Zegler par rapport à ce qu'elle avait dit sur le film de 1937. Mais non, bah, il n'y a pas de quoi la détester. Elle fait clairement le taf. C'est vrai qu'elle chante bien. Et en termes de jeu d'actrice, ça passe aussi très bien. Et Gal Gadot, dans ce rôle, elle est. Alors, toutes les scènes ne font pas forcément mouche, mais il y en a certaines qui lui permettent quand même de montrer qu'elle s'en sort quand même plutôt bien. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Pas grand-chose à redire sur ces points-là. Après, on a les deux extrêmes au niveau de la qualité des chansons. Alors déjà, il y en a beaucoup. Pour moi, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Il faut savoir que les comédies musicales, pour moi, ça va 5 minutes. Je pars du principe que les Disney ne sont pas des comédies musicales. Et pourtant, là, il y avait matière à se poser la question. Je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de chansons. Et autant certaines passaient très bien, du genre la chanson de Blanche-Neige à gauche, la chorégraphie, la danse avec les nains, le côté on range la maison en même temps. Ça passait franchement bien. Et je dirais même que Rachel Zegler, elle a plutôt bien bougé. Elle danse bien, mais tout en rappelant un peu ce côté bah, princesse un peu quand même. Franchement, c'était chouette. À l'inverse, j'ai pas du tout aimé la chanson de Gal Gadot. J'ai pas du tout aimé non plus la chorégraphie, ce que les personnages faisaient autour d'elle. C'était vraiment, vraiment bizarre. Mais je pense quand même que ce qui était le plus dérangeant, encore une fois, comme je le disais, c'était la quantité de chansons. Et l'exemple le plus flagrant pour moi, bah, ce sont les parents de Blanche-Neige en fait. Donc du coup, le roi et la reine avant leur disparition. Ils sont incapables de parler. C'est quand même fou. Je crois qu'ils apparaissent 2 fois, peut-être 3. Ils sont incapables de parler. Ils ne font que chanter. Et au bout d'un moment, tu as envie de dire, mais fermez-la, quoi. Et le problème, en fait, c'est que, tu sais, ce ne sont pas des chansons, justement, bah, à la Disney, où tu as un méchant qui chante. Pourquoi? Bah, parce qu'il se présente, il donne ses objectifs, tu as une caractérisation du personnage. Là, ce sont des phrases bateaux
mais mis un peu en mélodie, quoi. Et c'est pour ça que j'ai mis Bébé Charles, Bébé Louis à droite. Bah oui, grâce à mes enfants, je me tape Bébé Louis. Parce que c'est exactement le même principe. Tu n'as pas des chansons. Tu as le soir, il faut se laver les dents parce que c'est bien de se laver les dents. Enfin, tu n'as pas besoin de mettre ça en chanson. Lave-toi les dents, il faut le faire, basta. Et que des banalités pareilles en chanson. Là, pour le coup, pour le roi et la reine, enfin, c'est fou. Leur chanson, je pense, je sais pas, de 2 minutes et 2 minutes, tu pouvais le résumer en 3 phrases à chaque fois. Là, pour le coup, sur cette chanson-là, c'était, je crois, il faut être bon avec le peuple. Voilà. Donc c'était. Et en plus, c'est au début du film, hein, donc direct, ça te met une claque en te disant la vache, le film, il va être long. Mais c'est le point commun de beaucoup de films nuls actuels, étrangement, une très belle photo, de beau décor, maquillage, costume. Oui, oui, peut-être c'est tout à fait possible. Ou alors, on cherche des points auxquels se raccrocher pour ne pas définitivement enterrer le cinéma. Et bah, le point auquel on peut se raccrocher, souvent, c'est les décors. Ouais. Euh, Sinon, au niveau de la réalisation, parce que ça, c'est important, tu as plusieurs niveaux pour juger un film, et je pense que ça dépend un peu de ton historique, voire de ton âge. Tu peux dire, il y a un bon film. Ça, c'est l'étape vraiment numéro un. Tu as la deuxième étape, c'est on a plutôt un bon film, il est bien réalisé. Réalisé, ça englobe tout. Et tu as l'étape 3 où là, tu fais vraiment la distinction. Les décors, l'éclairage, la réalisation, etc. Donc là, on va rentrer quand même dans l'étape 3. Au niveau réalisation, c'est quand même inégal. Tu as des hauts et des bas. Tu as quelques éléments assez sympathiques. Et à l'inverse, tu as des scènes mais où ça manque de force. C'est vraiment mais paresseux, quoi. Je vois pas d'autres mots que paresseux. Il y en a beaucoup qui ont hurlé parce que le chasseur était noir, comme d'habitude en 2025, dès lors qu'on regarde un film. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est la manière dont cette scène a été réalisée. Comment on peut passer. Enfin, je vous remets quand même le contexte. Donc à droite, en 1937, la scène du chasseur. Donc c'est un mec qui est envoyé par la reine pour accompagner Blanche-Neige et qui doit l'égorger dans les bois, quoi, en gros, et lui ramener son cœur. Donc à ce moment-là, tu le vois regarder à gauche à droite, un peu menaçant, tu le vois sortir le couteau, tu as la lame qui brille, tu le vois s'approcher, l'air menaçant de Blanche-Neige, tu as les yeux qui commencent à s'écarquiller, le regard vraiment d'un tueur, en plus avec ses yeux verts, ça ressort d'autant plus. En plus, il se rapproche de la caméra, ce qui fait que son visage s'assombrit de plus en plus. Et après, tu vois l'ombre, en fait, menaçante, dominer peu à peu Blanche-Neige et totalement la submerger. C'est pour ça que cette scène marche et qu'elle est flippante. C'est pour ça que cette scène est géniale. Et tu rajoutes encore plus la musique et ça passe. Putain, mais là, et t'as chant contre chant, et le Black qui finit par lui dire partez avant que je ne change d'avis. Mais tu peux pas faire ça, quoi. Mais pitié, quoi. Donc, ouais, entre cette scène-là et la scène de la reine qui se transforme en sorcière, qui, pareil, est un chef-d'œuvre dans le dessin animé, et où là, mais c'est naze, quoi. Mais c'est affligeant. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Comment on a pu rater des scènes pareilles? Pour une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouvais que des fois, il se prenait un peu trop la tête, enfin, qu'il se prenait pas assez la tête, qu'il faisait de simples copier-coller, notamment dans La Belle et la Bête, et que c'était dommage. Mais là, quand c'est parfait, mais ne réfléchis pas. Essaie de t'en inspirer et d'en faire quelque chose. Mais là, la transformation de la reine, elle est expéditive. Elle ne fait pas peur, pas une seconde. Euh, et même au niveau de l'apparence, après, elle ne fait pas tant sorcière. Enfin, ça peut être très bien être une vieille dame qui a pas eu de chance dans la vie et qui du coup est très cambrée, ou alors elle a fait un métier extrêmement physique, mais elle ne fait pas forcément sorcière. À droite, il n'y a pas de doute, je suis désolé. Et du coup, là, ça fait bizarre. Franchement, ça fait bizarre. Et du coup, deux des scènes les plus fortes bah, passent comme des scènes lambda. Et ça fait vraiment bizarre, quoi.
Bon, bah, du coup, comme j'ai dit, étant donné que ça a gueulé, ils ont quand même aussi, changé pas mal de choses dans le film, à tel point qu'on se retrouve avec pas mal de personnages, sans doute un peu trop, dans le sens où, bah, du coup, bah, il y en a très peu qui sont travaillés. Le voleur, il a un petit approfondissement, et vous allez me dire que le prince charmant, n'avait pas d'approfondissement. Oui, c'est vrai, mais en même temps, dans le film de 1937, il n'a qu'un statut d'élément déclencheur, en fait. Il est amoureux, d'accord, mais il est là que pour la fameuse scène du baiser, sinon ça s'arrête là. Ici donc, le fameux voleur est un petit peu plus développé. Mais autant c'est mieux qu'un prince charmant, autant on peut pas vraiment dire qu'il y a une véritable caractérisation du personnage. Pareil pour les 7 acolytes qui l'accompagnent. Zéro travail sur les personnages. Enfin, il y en a deux qui tombent amoureux, il y en a un qui loue à l'arbalète. Ouh! Voilà, ça tient en une phrase sur un post-it. Concernant les nains, bon, alors déjà dans le film de 37, c'est vrai que tous les nains ne sont pas forcément intéressants et ils sont pas forcément tous bien exploités. C'est le cas, je pense, notamment de Joyeux, qui est un peu quand même, un peu insipide. C'est vrai que c'est celui qui est peut-être le moins, celui auquel on pense le moins, quoi, j'ai envie de dire. Mais ici, il y en a quand même plus qui sont moins, exploités. Bon, par exemple, Hatchoum, clairement, bah, maintenant il éternue, mais ce n'est plus une caractéristique qui prête à rire. Tandis que tu as des scènes vraiment drôles quand Hatchoum, éternue dans le dessin animé. Ici, non, il se contente d'éternuer. En fait, les 2 seuls qui sont travaillés, ce sont, bah, les 2 qui ont le plus de caractère dans le dessin animé aussi, à savoir Simplet, qui est l'élément comique dans le dessin animé, et Grincheux, qui est, bah, par la force des choses, également, l'élément comique. Ici, ce qui est assez intéressant concernant Grincheux, c'est que, il est grincheux, oui, mais on lui donne, des raisons de l'être, si tu veux. C'est-à-dire que il est grincheux parce que c'est son tempérament, donc ça, on peut dire qu'il peut faire un effort sur lui-même, mais il a des arguments aussi. C'est-à-dire qu'il dit: «Pourquoi je suis grincheux? C'est parce que ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas». Ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport au dessin animé où, dans le dessin animé, à peu de choses près, le mec était grincheux et il avait un petit côté aussi, misogyne qu'il va perdre par la suite puisque, bah, par la suite, il va se lier clairement d'amitié et développer une relation extrêmement forte avec Blanche-Neige. Ça va être le premier à monter sur un animal pour essayer de la sauver une fois qu'il va apprendre qu'elle est en danger. Et on va le voir en pleurs lorsque Blanche-Neige sera dans le profond sommeil, ce qui est une scène aussi magique et ça montre l'évolution du personnage. Ça, c'est très bien réussi. Ici, dans le film, ils ont pris une direction différente. C'est dommage, mais je peux pas vraiment dire que c'est une fausse note. J'ai trouvé cette revisite du personnage assez intéressante parce que on lui a donné un peu un nouveau rôle. On a un tout petit peu modifié son personnage, mais sans modifier pour autant la profondeur, enfin les éléments profonds du personnage, on va dire. On va dire ça comme ça. Contrairement à Simplet, où là, on a quand même agi pas mal sur le côté un peu plus profond du personnage. On le fait passer presque à un moment pour un souffre-douleur. C'est Ça m'a mis mal à l'aise, en fait. J'ai trouvé que, vu comme ils l'ont présenté, c'était effectivement une question à se poser et maintenant que du coup que je vois le film, je me dis que c'était peut-être une question à se poser aussi dans le film de 1937, comme quoi, hein. Mais, je crois pas que c'était quelque chose que je voulais voir, au sein des 7 nains, en fait. Donc c'est vrai que ça a fait, assez bizarre. Le coup du sifflement était plutôt cool. Hem, Après bon, je vais pas dire ce qui se passe, mais, il y a un gros retournement de situation aussi par rapport au personnage. Pourquoi pas, oui. Après, ça l'éloigne justement du côté, ben, simplet, heu, alors que bon, il s'appelle pas comme ça pour rien. Bon après, c'est vrai que c'est pas un personnage qui fait vraiment, 2025. Je suppose que c'est, pour ça qu'ils l'ont un peu amoindri. Par rapport à ça, le débat est ouvert. Par rapport à la pomme, malgré les apparences, il y a eu un mini scandale avec la pomme. Il faut savoir que, lorsque le chasseur est envoyé pour, tuer, Blanche-Neige, lorsqu'il doit la balader dans les bois, après il doit donc lui couper le cœur, lui arracher le cœur pour le mettre dans un écrin et le ramener à la reine.
OK? Et en fait, là, dans les crins, il met la pomme. Il met une pomme et il met pas de cœur. Et c'est cette scène-là, en fait, qui a fait que, ça a pas mal gueulé. En mode, «Non mais c'est n'importe quoi, la reine, elle reçoit l'écrin, elle vérifie pas qu'il y a un cœur dedans?» C'est une question à se poser. L'autre question, c'était: «Non mais, elle voit pas que c'est pas le même poids ou enfin, ou on est un peu plus morbide, elle voit pas que enfin, qu'il y a pas de trop de sang qui dégouline» ou quelque chose comme ça, quoi. En tout cas, pourquoi elle ouvre pas l'écrin pour vérifier que c'est un cœur? Tandis que pour la biche, parce que normalement le chasseur lui ramène le cœur d'une biche, au moins on peut se dire, on peut essayer de comprendre pourquoi elle s'est trompée, quoi. Pourquoi elle pense que c'est Blanche-Neige. Mais ici, c'est une pomme et elle ne n'ouvre pas l'écrin. Et il y en a beaucoup qui ont résumé ça en mode: «Non mais c'est complètement con, pourquoi une pomme?» Enfin, c'est juste encore une fois un peu, une manière de pas rendre la scène trop violente pour les enfants. C'est encore la touche Disney, version 2025. Non, mais la pomme, elle est introduite et elle est introduite de la plus belle des manières. Heu, Pourquoi le chasseur ne tue pas ne tue pas Blanche-Neige dans le film de 1937? On le sait pas trop. On comprend qu'il a du res que visiblement déjà il est pas forcément chaud pour tuer un être humain, mais surtout, bah, c'est une princesse. Il a un peu un respect par rapport à son statut. Et il lui dit bien: «Pardonnez-moi, je vous supplie votre altesse de me pardonner». Donc on voit bien le côté, respectueux. Mais ici, c'est pas, bon déjà sans doute il est pas forcément chaud pour tuer un être humain. On peut le comprendre, hein, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est clair. Mais au-delà de ça, il est aussi touché par la gentillesse, en fait, de Blanche-Neige. Pourquoi? Parce que, bah, Blanche-Neige va se balader dans la forêt, c'est supposé être une princesse. Tous les autres sont supposés, par la force des choses, socialement parlant, être en dessous d'elle. Et en fait, elle va cueillir des pommes et la première chose qu'elle va faire, elle va le voir, elle fait: «Vous en voulez une?» en lui tendant la pomme. Il y a une certaine, naïveté, une, générosité presque infantile, qui échappe de Blanche-Neige et qui manque un peu dans ce monde, j'ai envie de dire aussi accessoirement. Et c'est ça en fait qui a touché le chasseur. C'est ce qui a sauvé entre guillemets «l'âme» du chasseur, c'est la pomme offerte par Blanche-Neige. Donc du coup, que le chasseur réutilise cette pomme pour la mettre dans l'écrin, c'est pas maladroit de la part de Disney, ça a été très bien introduit, c'est plus symbolique qu'autre chose. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Ils ont Je pense que sur le principe, ils voulaient pas mettre le cœur d'une biche. Pour moi, c'est plutôt évident. Mais la raison pour laquelle c'est la pomme qui est dedans, j'ai trouvé ça malin. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Par contre, il y a quand même un autre problème avec la pomme, c'est que, normalement, c'est un moment extrêmement important dans le dessin animé. C'est ça vraiment qui va mettre plus ou moins, la fin à la vie de Blanche-Neige et entre guillemets, c'est aussi une des dernières actions, pardon, de la reine puisque après elle va mourir peu de temps après en tombant du de la falaise. Mais ici non. En fait, ici, tu dois être peut-être je sais pas, aux 2 tiers du film. Il y a encore beaucoup de choses après. La sorcière après elle redevient reine. Après il y a encore une nouvelle confrontation avec Blanche-Neige et la reine. Après il y a une attaque des 7 mecs qui sont avec le voleur. Enfin, tu as encore pas mal de choses derrière et du coup cette scène, elle perd vraiment de son impact. Cette scène n'est plus, si tu veux, le point d'orgue du plan de la reine pour éliminer Blanche-Neige. Elle devient qu'une scène parmi tant d'autres dans les malices, les mauvaises actions de la reine. Et ça, c'est dommage. Parce que cette scène est forte. Il fallait qu'elle conserve ce statut de scène forte pour moi. Il met une pomme, genre tu dois faire croire que le contrat est fait et tu mets une pomme. Ouais, voilà, mais au moins, encore une fois, c'est bien tourné et c'est symbolique. Heu, 2 autres problèmes, et je suis dégoûté. Moi, ça a l'air de rien en fait, mais j'adore ce personnage, le miroir. Je le trouve chouette. Je le trouve, surnaturel et c'est, ben, un des seuls éléments surnaturels du conte à la base, du dessin animé, si on part du principe que l'autre est une sorcière et qu'elle peut faire un peu ce qu'elle veut, on va dire. Donc le visage dans le miroir, je trouve que c'est une excellente idée. En plus, il est flippant et puis la voix à chaque fois qu'il lui donne, c'est vraiment chouette et puis en plus, les scènes sont bien écrites avec ce miroir. Miroir, miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Je n'exagère pas, même ma fille
connaît ces paroles par cœur. C'est une mélodie. Ce sont des rimes, c'est un poème en fait à chaque fois. C'est extrêmement beau et ça va dans le cadre, ça rentre dans le cadre des contes et des chants et des poèmes. Je trouve moi j'adore ce miroir. Et ici, alors là, ils l'ont massacré. C'est difficile de ne pas se dire qu'ils l'ont foiré ou qu'ils l'ont pas rajouté à l'arrache ou je sais pas. Alors déjà, euh, les deux fois, il y a deux retournements de situation liés à ce miroir. Les deux fois, j'ai l'impression que c'était pour prendre les gens pour des cons. La première fois, c'était celui dont on a le plus parlé, c'est Blanche-Neige. C'est toujours Blanche-Neige qui est la plus belle. Et l'autre, elle lui dit, mais non, c'est pas possible. Comment elle pourrait être plus belle que moi? Et le miroir, il lui sort, mais je parlais de la beauté intérieure, elle est plus belle que toi intérieurement, t'es moche. Non, mais là, c'est prendre les gens pour des cons. Enfin, tout le long du film, et on suppose toute sa vie, la reine a demandé au miroir qui était la plus belle. C'était évident que c'était le physique. Et à chaque fois, le miroir répondait physiquement. C'était évident que jamais il parlait de l'intérieur. Alors pourquoi comme ça d'un jour à l'autre, après il parle de l'intérieur? C'est complètement débile. Et c'est évident aussi qu'il ne parlait pas de l'intérieur avant ça, puisque la reine est méchante. Donc il y a 1 million de personnes sur Terre qui sont plus jolies qu'elle intérieurement parlant. Donc là, ça va pas du tout. Là, ce twist final, c'était vraiment histoire de ne pas mettre la beauté physique sur un piédestal. Mais sur le principe, pourquoi pas? Moi, je m'en fous. Mais là, c'était me prendre pour un con. On te donne une règle. La règle est simple, c'est le miroir te dit qui est le plus beau. Et tu changes cette règle 2 minutes avant la fin. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. L'autre twist qui n'a ni queue ni tête, c'est à la fin, le miroir est brisé et on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça qu'en fait la sorcière elle disparaît. Apparemment, il y a un lien entre les deux, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quel est le lien. Il n'y a aucune logique par rapport à cette scène. Alors, on revient sur le côté joli. C'est de nouveau une très jolie scène qui est bien faite. C'est beau, il y a de beaux décors, c'est un beau miroir. Mais scénaristiquement parlant, je pige pas. Enfin, limite, ils avaient autant la faire tomber de nouveau de la falaise, quoi. Enfin, si c'était pour faire ça, c'était pas la peine. Donc ouais, non, là, je ne pige pas. Du coup, quel est le problème avec ce film? Alors déjà, comme vous avez pu le voir, je suis absolument pas d'accord avec les gens qui ont descendu le film, même si c'était très 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 loin d'être exceptionnel. Tout ce qui est interprétation et décor, déjà, c'était quand même pas mal du tout. Là-dessus, on peut pas le nier. Maintenant, il est évident qu'il a quand même pas mal de défauts. Et pour un film qui était aussi attendu pour un remake, pour une adaptation d'un chef-d'œuvre tel que Blanche-Neige, c'est vrai que c'est assez impardonnable. C'est assez difficile de pardonner ça. Tu sais, quand tu aimes bien Disney, tu te dis, oh, c'est pas grave, ok, ils ont merdé le livre de la jungle. Bon, c'était pas le cas. Mais imaginons, ils ont merdé le livre de la jungle. Bon, Mowgli, j'aime bien, mais bon, on peut s'en passer. Blanche-Neige, pour beaucoup de monde, c'est sacré. C'est mon cas, mais je suis pas le seul. Et là, franchement, ça craint. Et je pense que le problème, c'est qu'ils ont essayé de faire un 2 en un dans ce film. Rendez-vous compte, enfin, Disney est incapable déjà de faire un remake comme il faut. On le sait. Et là, ils ont voulu en faire une sorte de 2 en un. Ça ne pouvait qu'échouer. Ça n'allait pas. Euh, D'un côté, tu avais du coup Blanche-Neige. Tu retrouves un peu, entre guillemets, le Blanche-Neige de 1937. Et d'un autre côté, tu as un film politique avec une histoire différente et où le but, c'est vraiment de gueuler et montrer son mécontentement. Et au final, il est évident qu'ils ont fait ça. Pourquoi? Pour essayer de contenter tout le monde, puisque tout le monde gueulait. Mais à force de contenter tout le monde, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu contentes personne. Et le problème, c'est que je suis persuadé que s'ils avaient choisi l'un ou l'autre, bah, ça aurait pu marcher. Blanche-Neige sans la politique, une adaptation de Blanche-Neige de 1937 aujourd'hui, une adaptation un peu un remake, donc un vrai remake. Donc c'est-à-dire quand même avec des changements, remettre un peu l'histoire au goût du jour, tout ça, ok.
euh, ça aurait pu marcher quand même sans toucher au cœur du film. Euh, Là, ici, clairement, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? ils, ils ont voulu enlever l'amour du centre du film, alors que bah, c'est le centre du film. Mais le truc, c'est qu'il faut arrêter avec ça. Enfin, il faut arrêter avec avec les princesses. Enfin, je crois que Disney ne se rend pas compte, mais en fait, on a le droit d'aimer. Et une princesse a le droit d'aimer, de tomber amoureuse d'un prince charmant. Enfin, c'est c'est pas un mauvais exemple de montrer qu'une femme tombe amoureuse et ça ne la rend pas pour autant forcément dépendante du mec auquel elle s'attache. Enfin, c'est pas parce qu'on est amoureuse qu'on est soumise. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Tu as, comment dire, tu as à la limite tu as un certain code à respecter si, dès lors que tu es en couple, ça c'est évident, mais ça ne doit pas brider tes propres libertés. Et je vois pas comment on peut faire un amalgame pareil. Et pourtant, c'est systématique. Donc ici, pour eux, rendre Blanche-Neige amoureuse, ça aurait été la rendre faible. Et c'est pour ça que cet amour, dans un premier temps, il avait été totalement enlevé, et que bah, finalement, il a été remis, mais sans prince charmant, mais avec un voleur sorti de je ne sais où. Donc déjà ça, c'est le premier problème. Ils auraient pu faire Blanche-Neige. Pour moi, ça serait passé aujourd'hui, surtout que il y a une communauté de fans derrière ce dessin animé, c'est évident. Et il y aurait eu deux, trois personnes qui auraient gueulé en disant que la princesse est amoureuse, peut-être qu'elle est niaise, ce qui n'est pas le cas. Mais qui aurait dit qu'elle était niaise? Trois personnes qui gueulent, c'est mieux que toute la planète qui gueule, j'ai envie de dire. Mais l'inverse aurait pu marcher aussi. Il faut pas croire. Il y a dans ce dessin animé de très 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 bonnes choses par rapport à ce qu'ils sont rajoutés, par rapport à ce qu'ils ont rajouté. Euh, Moi, le côté une lutte de pouvoir entre une reine et la princesse, pour moi, ça aurait pu être très bien. Ça aurait pu être une bonne idée. D'autant plus qu'il y a déjà des arguments, il y a des échanges qui sont très très forts dans ce sens. Tu as vraiment de très bonnes choses. Tu as notamment Blanche-Neige qui dit à la reine la méchanceté ne va pas sauver le peuple. Et la reine qui lui répond presque tac au tac, oui, c'est vrai, mais tes tartes non plus. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'en fait, Blanche-Neige, elle arrête pas de lui dire le peuple a faim, et si on leur faisait des tartes, et qu'on allait leur donner des tartes pour qu'ils n'aient plus faim. Mais c'est extrêmement important là, ce qui se dit là. Vous êtes méchante, le peuple ne peut pas s'en sortir parce que vous êtes méchante, vous ne prenez pas les bonnes décisions. La reine, ce qu'elle lui dit, c'est exactement la même chose. Mais parce que toi, tu crois vraiment que leur donner des tartes, c'est ça qui va leur sauver la situation? Mais oui, mais oui, il y a un vrai débat là-dedans. On peut faire quelque chose avec ce type d'idée, et c'était pas la seule dans le film. Il fallait, quitte à aller dans cette direction, il fallait persister, il fallait faire un vrai film politique et intelligent. Et je dis bien un vrai film politique, pas un film politique version Disney ou Netflix. Un film avec un véritable engagement, un impact politique. Ici, la discussion entre les deux femmes, c'est clairement de la politique. C'est quelle est la meilleure chose à faire pour diriger au mieux son peuple et que le peuple soit heureux ou vivre en tout cas au moins dans des conditions à peu près décentes. Mais si tu joues cette carte, pourquoi pas? Il faut le faire. Mais dans ces cas-là, tu la joues à fond, comme il faut, et dans ces cas-là, t'appelles pas le film Blanche-Neige.